Bienvenue au sommet Habite ta puissance. Habite ta puissance est une invitation à reconnaître sa propre souveraineté et à s'inspirer du parcours de chacun et de leur vision du monde. Je suis Edith Dupérier et mon intention avec ce sommet est de créer un espace de découverte, de reconnexion à soi et de lumière pour tous ceux et celles qui vibrent à cette question. Je vous invite maintenant à partager avec Anna Evans pour nous parler de ce sommet et comment développer sa conscience pour mieux se relier au monde animal. Bonjour Anna. Bonjour Edith et bonjour à tous et toutes. Je suis très heureuse de t'accueillir pour ce moment qu'on va passer ensemble. Merci. Je vais prendre un tout petit temps pour te présenter et notamment, donc, tu es vétérinaire, auteur, conférencière. Tu travailles depuis 1982 avec les thérapies alternatives et tu exerces dans des conditions très diverses, de la faune sauvage aux chevaux, en passant par les animaux de la ferme et bien sûr nos chiens et nos chats. Tu es passionnée par le bien-être animal. Tu as choisi très vite de t'engager dans la prévention des maladies, ce qui était notamment nouveau. Tu conduis en 1991 une carrière internationale de formatrice et de conférencière sur de nombreux thèmes traitant de l'animal. Et depuis 1988, tu découvres qu'on peut communiquer avec les animaux d'une manière psychique. Tu crées en 1995 un outil pédagogique qui permet de communiquer avec les animaux que tu nommes la communication intuitive. C'est bien cela? Tout à fait, oui. Sauf que je n'exerce plus aujourd'hui parce que j'ai plus le temps. Mais j'ai fait effectivement tout ça, oui. Oui, et en 2013, tu crées aussi donc cette fondation. Oui. Hein, c'est ça, et dont les fonds vont aussi dans les projets de formation d'autres personnes et de faire connaître en fait cette communication intuitive à d'autres. Aussi, Oui, en fait, ils entre vont autres. dans des projets liés à l'éducation du public vis-à-vis du respect de l'animal, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des formations, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être la création de documents pédagogiques, ça peut être l'accès à l'éducation, tout simplement. Il y a beaucoup de choses, en fait, c'est très varié. D'accord. Tu as choisi comme titre développer sa conscience pour mieux se relier au monde animal. Est-ce que tu veux me dire qu'est-ce que la communication déjà intuitive? Mais la communication intuitive, c'est d'abord la reconnaissance que nous avons tous la capacité d'organiser notre cognition, notre capacité de percevoir les choses pour entrer en lien subtil avec d'autres formes de vie. Et donc ça, on le fait plus ou moins consciemment, on le fait animalement, je dirais, spontanément, mais on peut aussi décider de développer cette capacité spontanée et de la faire fleurir, de la faire grandir et de l'affiner pour qu'elle devienne un vrai outil. Donc la communication intuitive, c'est le fruit de cette démarche. C'est-à-dire que c'est devenu maintenant une méthode pédagogique qui, je l'espère, est transmise à de plus en plus de gens pour que nous puissions prendre conscience de cette réalité que nous avons de communiquer avec d'autres formes de vie, c'est-à-dire de communiquer au-delà de la parole. Donc ça, c'est quelque chose que toi, tu as développé, donc assez vite. Pourquoi, d'après toi, le monde animal est-il si important et pourquoi est-il si important de communiquer et de pouvoir rentrer en communication avec eux? Le monde animal, c'est le grand réservoir dans lequel nous habitons, hein. Nous sommes une forme des espèces animales. Il faut quand même en être conscient et devenir suffisamment humble pour le reconnaître. Notre animalité ne fait pas de doute. Et nous avons maintenant à euh, étudier un peu plus précisément comment nous fonctionnons avec nos alter-ego, tout simplement. Donc le monde animal, c'est une des grandes dimensions du vivant sur la Terre. Ça fait partie des formes de vie avec lesquelles nous partageons un espace commun. Nous en avons vraiment besoin, c'est même carrément indispensable pour maintenir notre espèce en vie. Et nous avons besoin aussi de découvrir, ou plutôt de mettre en place une façon de nous relier à eux qui soit peut-être un peu plus harmonieuse, un peu plus équitable.
Absolument. Aujourd'hui, il y a des grands bouleversements dans le monde animal qui sont quand même largement le fait de notre espèce, ne serait-ce que, je ne sais pas, l'importance des animaux d'élevage par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, par exemple, ou bien par rapport à l'utilisation des ressources naturelles ou des territoires. La diminution de la diversité, c'est quelque chose de très grave parce que bien, à chaque fois qu'une espèce disparaît, eh bien, voilà, on pourrait paraphraser ce que disent les Africains, c'est une bibliothèque qui meurt à chaque fois qu'un homme meurt. Eh bien là, je dirais qu'à chaque fois qu'une espèce disparaît, ce sont des compétences biologiques qui disparaissent, ce sont des chaînes alimentaires qui sont perturbées, etc. Donc tout ça, nous ne saurons pas le réparer, nous ne savons pas le réparer, nous ne savons même pas exactement comment ça fonctionne. Donc, il faut faire attention à maintenir ce tissu vivant en vie dans la mesure du possible. Et pour cela, eh bien, il faut essayer de découvrir un petit peu plus que ce que nous savons. Nous savons très peu sur le vivant finalement qui nous entoure. Mm. Donc toi, tu as développé en fait cette capacité. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est venu dans ta vie et comment c'est venu à toi déjà? C'est venu à moi par la manière la plus étrange, comme toutes les circonstances de la vie qui sont peut-être partie de notre destin. En fait, je travaillais en clientèle dans le sud de la France et une cliente m'a offert un livre voilà, pour me remercier des soins que j'avais donnés à son chien. Et ce livre s'appelle Des bêtes et des hommes. C'est un livre écrit par un auteur américain, Alan Boone. Dans le texte, c'est Kinship with All Life. Ce livre m'a bouleversée puisque j'ai découvert à ce moment-là que un auteur de scénarios de films, donc Alan Boone, avait été capable de vivre des échanges psychiques avec un chien. J'ai compris en lisant ce livre que ça n'était pas un roman. Donc, je l'ai essayé. J'ai essayé de faire ce qu'il décrivait. Bon, c'était pas non plus un manuel de comment on fait, mais enfin, Mhm. j'ai essayé et il s'est passé quelque chose qui m'a énormément interpellée. J'ai vécu donc une communication qui a été euh, dont je savais que je n'avais pas pu inventer cette information qui m'était arrivée dans mon champ de conscience. Et donc là, j'ai commencé à m'interroger, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a été le départ d'une longue route de recherche. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étudiaient voilà, la cognition. J'ai lu énormément. Et puis, je voulais en fait me convaincre que bon, voilà, j'avais juste vécu un drôle de truc, mais que ça correspondait à rien. Et en fait, beaucoup de gens tout à fait respectables m'ont dit que non, ils avaient bien remarqué qu'il se passait des choses étranges juste aux confins de leur champ d'études, mais que bon, bah, ils considéraient que ce n'était pas dans leur champ d'études et donc qu'ils avaient oublié ou qu'ils n'avaient pas investigué un peu plus loin. Mhm. Et donc, je me suis dit, bon, ben là, il y a vraiment un potentiel très important par rapport aux relations entre les humains et les animaux et il faut que je regarde ça. Donc, je m'en suis préoccupée pendant des années et puis un jour, on m'a demandé d'en parler à d'autres personnes et donc là, j'ai accepté de le faire et ça a été finalement ma première mini-conférence et j'ai commencé à partager cet outil, cette exploration. Au début, ce n'était pas un outil, c'était une exploration. Et puis petit à petit, puisque bon, moi j'ai aussi par ailleurs une compétence de formatrice, j'ai été enseignante, et donc j'ai décidé de modéliser la capacité, l'exploration, pour justement que ça devienne un outil accessible au plus grand nombre et que ça soit transmis. Mhm. Voilà. Parce que le fait d'avoir développé en fait cette capacité et cette connexion donc animale, qu'est-ce que ça a développé chez toi et à quoi ça t'a conduit? Ah bah, ça m'a changé la vie, hein, c'est sûr. D'abord, ça a commencé très mal puisque la clientèle dans laquelle je travaillais à l'époque où j'ai fait ma première présentation publique, eh bien, on m'a demandé gentiment de quitter la clientèle. C'était considéré comme inacceptable. J'ai quitté mon compagnon dans la foulée qui aussi n'acceptait pas cette approche que j'avais, qui était effectivement non conventionnelle, je le reconnais. J'ai quitté la France puisqu'à l'époque je vivais en France. Et j'ai complètement changé ma vie pour aller rencontrer des gens qui avaient d'autres perceptions. Bon, ça n'a pas besoin d'être aussi radical pour chacun. Je pense que de nos jours, c'est quand même beaucoup plus acceptable. Mais bon, à l'époque où j'ai commencé ceci, c'était en 88. Ensuite, j'ai commencé à en parler en 95. La société n'en était pas là et surtout pas l'Europe.
Donc, je suis partie aux États-Unis où là, il y avait beaucoup moins de freins, de jugements et de limites, de faire reconnaître sur le terrain, plutôt, c'était ça, qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans des cas tout à fait concrets, dans des accompagnements thérapeutiques, dans des troubles comportementaux, voilà, dans toutes sortes de choses. Donc, l'intelligence animale, pour moi, c'est devenu extrêmement concret et non pas un concept livresque. C'est ça que ça a changé pour moi, c'est le regard sur le monde animal au-delà de ce que ça a changé dans ma vie personnelle. Ça t'a permis en fait de développer encore plus donc ta pratique et en tout cas d'avoir cette ouverture que tu n'avais pas et que tu n'avais pas cet accueil en tout cas en Europe et là où tu habitais auparavant, Alors, si j'ai compris. Hein. c'est parce que je suis partie dans un pays où il n'y avait pas tous les jugements et les limitations d'opinion, etc. Dans un pays qui avait une attitude beaucoup plus ouverte vis-à-vis des choses inhabituelles, que j'ai pu donc explorer cet outil et son efficacité sur le terrain autour de ma pratique de thérapeute, puisque c'était comme ça que je l'ai utilisé au début, pour savoir si les animaux souffraient moins quand je leur avais donné des antalgiques, etc. Euh, donc, j'ai pu à ce moment-là vraiment consolider ma supposition qu'il y avait bien une efficacité à cet outil, qu'il y avait bien une réalité à cette approche. C'était pas juste du rêve, en fait. Oui, complètement. Évidemment, c'est tentant. On a tendance à se dire, bah, ça serait super si c'était possible, mais ça doit être un rêve. En fait, non, c'est pas un rêve. Voilà. Et quelles ont été tes plus belles expériences avec les animaux? Ou ce qui t'a marqué, ou ce qui te vient? Une des expériences justement qui s'est produite aux États-Unis, qui a été pour moi absolument magnifique, c'est que j'aidais dans un centre de revalidation d'espèces sauvages. Et il y avait un aigle royal qui était blessé là-bas avec une ostéomyélite. Et donc, j'ai communiqué avec cet aigle pour lui expliquer les soins qu'on lui faisait, qui étaient quand même assez lourds. Et en cadeau, il m'a fait vivre l'expérience du vol au-dessus des montagnes rocheuses et c'était extraordinaire. J'ai pu sentir ce que ça fait, le vent dans les plumes, le mouvement des plumes pour orienter le vol, la vue perçante de l'aigle. Enfin voilà, ça c'est des choses inoubliables, quoi. Et puis bon, ben, j'en ai vécu tellement d'autres. J'étais aussi dans un parc au Texas où on me laissait, je dirais, agir comme je le voulais et j'allais le matin méditer avec les guépards, ils venaient autour de moi, voilà, il y avait vraiment cette révérence face au vivant qui était commune et donc ce sont des choses extraordinaires. On sort de la petite vie étriquée du métro boulot dodo, ça n'est plus la même vie, ça ne peut plus être la même vie. C'est d'ailleurs ce que tu essaies de communiquer et ce que tu as essayé de communiquer pendant aussi des années. C'est ça, c'est sortir de notre petite vie étriquée par cette communication animale. C'est aussi prendre pleinement puissance de son être. Puisque comment tu identifies le fait de se contacter en fait à ça? Est-ce qu'il y a en nous en fait cette capacité, d'après toi, elle est en chacun, cette capacité de communiquer avec le monde animal? Oui, pour moi, elle est en chacun. Et le problème, c'est que, bon, déjà, il y a des gens que ça n'intéresse pas, donc ils sont tout à fait libres de faire autre chose de leur temps, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une aspiration dans une personne, il y a des freins à dépasser qui sont les croyances, les peurs, et puis le comment faire. On n'a pas toujours le mode d'emploi. Donc, il faut aller retrouver à l'intérieur de soi cette capacité qui est un petit peu enfouie. Et ça, c'est un travail qu'il est plus facile de faire en étant accompagné. Parce que bah, justement, on ne sait pas toujours très bien comment s'y prendre, même si on a une aspiration sincère. Et évidemment, mon désir, à partir du moment où j'ai commencé à vivre ce genre d'expérience, ça a été de le partager avec les autres. C'est trop beau pour être gardé pour soi. Oui, j'imagine, tout à fait. Ouais. Et toi, à chaque fois, enfin, ça s'est passé comme ça. Tu as, j'allais dire, communiqué avec le monde animal de façon de plus en plus pointue. Ça s'est, j'allais dire, amélioré. En tout cas, ça a évolué avec le temps. Ah oui, bien sûr. Moi, je n'ai appris avec personne, donc j'ai dû vraiment passer par les durs apprentissages
Boone, qui donc était ma première référence, décrivait qu'il fallait faire le silence dans sa tête pendant 1 minute au moins, je n'y arrivais pas du tout. En fait, si on essaie de fermer les yeux et de faire le silence dans sa tête, il y a tout de suite des bavardages qui s'installent. Donc, comment faire le silence dans sa tête? Il a fallu que j'apprenne la méditation. Après, eh bien, démarrer sans a priori vis-à-vis d'un animal, bon, même si j'aime toujours, enfin, j'ai toujours beaucoup aimé les animaux, je pensais quand même qu'en tant qu'être humain, j'étais supérieure à eux. Il a fallu que je change un peu d'avis. Aujourd'hui, il y a des, il y a des auteurs comme France Deval, par exemple, qui nous racontent que bon, les animaux sont capables d'empathie, etc., de toutes sortes de choses. Mais bon, à l'époque, ces connaissances-là, elles n'étaient pas vraiment développées. Donc, c'est des choses qui sont... euh, c'est des étapes qu'on doit passer comme ça pour se transformer, en fait. Et c'est bien quand on a quelqu'un qui l'a déjà fait et qui vous en parle, parce que sinon, tout seul, ça prend du temps. Et Mm. puis, bon, bah, j'avais une ou deux pauvres petites perceptions. Il me fallait beaucoup d'efforts pour arriver à les capter. Ensuite, j'arrivais à, avec des perceptions dont je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire, donc je doutais beaucoup. Je me disais, bon, comment je peux vérifier ça, etc. Et donc maintenant, c'est beaucoup plus fluide, évidemment, et j'ai beaucoup plus d'informations en beaucoup moins de temps, avec beaucoup moins d'efforts, parce qu'avec la pratique, évidemment, ça s'améliore. Mm. Mm. Heureusement, hein. Oui, oui, tout à fait. Et puis ça devient fluide et Voilà, tu peux rentrer en communication, à mon avis, beaucoup plus rapidement. c'est ça. Euh, le thème de ce sommet, c'est habiter sa puissance. En quoi habiter sa puissance quand on est en communication avec le monde animal? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui nous permet d'habiter pleinement ou encore plus sa puissance intérieure? Le fait d'être en communication avec les animaux. Qu'est-ce qui nous permet, en tout cas, d'aller toucher ça en nous, le fait de communiquer avec les animaux? Eh bien, je dirais que pour euh, se lancer dans une communication avec un animal, il faut déjà avoir envie, avant d'habiter sa puissance, parce que on se retrouve avec des forces tout à fait brutes, tout à fait puissantes, même si ce sont des animaux de petite taille qui ne nous impressionneraient pas du tout dans le monde physique. Dans le monde psychique, il y a vraiment des grandes puissances qui sont présentes dans ces corps d'animaux, dans ces formes animales, dans ces expériences-là. Et donc, il faut être prêt à les rencontrer. Euh, et finalement, ce qui donne ce désir et ce qui donne cette capacité à être prêt à les rencontrer, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus grande puissance que l'amour. Donc, si on veut communiquer avec un animal, il vaut mieux au départ être prêt à des rencontres fortes. Ensuite, réciproquement, si on entreprend la communication intuitive en se disant bah, ça va être super, je vais savoir si mon chat préfère les sardines ou le thon, donc avec un objectif qui n'est pas particulièrement puissant au sens psychique, eh bien, on se rend compte que le fait d'être en contact avec une autre conscience qui voit le monde différemment, qui expérimente un corps avec des aptitudes différentes des nôtres, etc., eh bien, on se rend compte que ça nous éveille à notre puissance d'être vivant, le simple fait d'être vivant et de côtoyer l'expérience de rentrer ses griffes, hein. C'est extrêmement magique d'être en contact avec un chat qui vous fait vivre cette expérience-là. C'est tout simple, mais ça donne de la densité à la vie. Justement, c'était l'une de mes questions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe et ce que tu ressens? C'est-à-dire, tu ressens vraiment, c'est comme si tu étais à la place de l'animal? Comment ça se passe pour toi? Non, pas nécessairement. Je ne suis pas à la place de l'animal. Je dialogue avec l'animal comme on dialogue en ce moment, Edith. Mhm. Et donc, simplement, le support n'est pas la parole, n'est pas le verbe. Le support, c'est une perception, donc un ensemble de perceptions. Par exemple, nous allons échanger par image, nous allons échanger des odeurs, nous allons échanger une expérience sensorielle, comme je le disais, le fait de rentrer et de sortir ses griffes pour un chat. Et donc, c'est cette langue-là, cette langue des perceptions, qui va être le support de l'échange. Je parle en langue étrangère, en fait, en langue des perceptions. C'est quelque chose qui s'est développé ou non? Dès le départ, c'était une communication comme celle-ci? Oui, bien sûr, dès le départ, c'est comme ça, hein. Pour moi, les perceptions, c'est vraiment la langue universelle, c'est-à-dire que euh,
quelle que soit l'espèce, et quelle que soit la race, et quel que soit le pays où on vit, en fait, on pourrait parler en langue des perceptions. On sait bien que si on veut parler avec un Chinois alors qu'on n'a pas de base dans le chinois, on va parler avec les mains, on va montrer du doigt une destination, etc. C'est déjà une langue des perceptions, le Absolument. geste. Hein. Oui, absolument. J'imagine que dans ton parcours, tu as eu des obstacles, des surprises, des imprévus. Qu'est-ce que tu as rencontré et en tout cas ce qui te marque là et qui a été peut-être aussi des facteurs de croissance, des facteurs qui t'ont permis d'habiter encore plus ta puissance, toi, en tout cas, toi particulièrement? Eh bien, le fait de ne pas se sentir bienvenu parmi les siens, parmi sa famille professionnelle, parmi son couple et dans son pays, ça a été pour moi une expérience assez forte. Je suis très heureuse d'avoir grandi à travers ça. Je remercie les personnes qui m'ont permis de vivre ça. Si un jour elles entendent cette interview, je les remercie sincèrement parce que ça m'a donné la possibilité de justement d'aborder complètement autre chose, une autre dimension de l'être, une dimension plus universelle certainement. Bon, bien que nous ayons tous beaucoup de chemin à faire pour aller vers l'universel, c'est évident, mais en tout cas, j'ai fait une petite marche et je suis très heureuse de l'avoir fait. Et maintenant, plus je côtoie d'animaux et plus je côtoie de personnes qui souhaitent s'ouvrir et qui sont sur ce chemin de l'ouverture, et plus je m'ouvre moi aussi, et j'accède à plus de conscience, à une vision plus large de ce que c'est que d'être en vie. J'aime de plus en plus cette planète et toutes les créatures qui vivent cette aventure avec nous sur ce vaisseau terrestre. Oui. Donc, ce que tu décris, et notamment, ça a été tes plus grands obstacles au départ? C'était cela? Bah, oui, en fait, bon, mon obstacle au départ, c'était celui-ci, c'était vraiment le fait de découvrir combien j'étais différente du reste des êtres humains, enfin, en tout cas de ceux que je côtoyais à l'époque. Et puis maintenant, je rencontre des êtres qui ont les mêmes aspirations que moi, et donc ma famille se recrée. Et ça, c'est magique. Ça, c'est carrément magique, puisque ma famille, elle est humaine et animale, incarnée et désincarnée, et elle n'a plus rien à voir avec ma famille biologique ou professionnelle. Elle est beaucoup plus large. Donc mes obstacles, oui, bien sûr, ils ont été nombreux, des obstacles administratifs, des obstacles, toutes sortes de choses, mais enfin, bon, c'est pas, ça vaut pas le coup d'en parler. C'est le lot de la vie de chacun. Et maintenant, j'irais les surprises, les agréables surprises, ou tout du moins ce qui t'a fait contacter autre chose dans ta vie. Bien sûr, cette connexion, mais il y a peut-être des moments plus particuliers qui ont été essentiels dans ta vie, ou en tout cas que tu Oui, as eh peut-être envie de nous bien, partager. le fait de découvrir que j'appartenais à une famille humaine universelle, internationale, euh, les gens qui m'ont soutenue dans ce parcours, vraiment, je les salue de tout mon cœur, qui ont cru en ce que je leur proposais. Les gens qui cheminent avec moi, les bénévoles qui travaillent dans la fondation pour aussi donner accès à d'autres, euh, à ceux qui les a aidés, ce qui les a éclairés, ce qui leur a ouvert l'esprit. Je trouve ça magnifique au niveau humain. Et puis, bien sûr, les grands êtres qui ont bien voulu s'intéresser à mon cas, comme Pierre Rabhi ou Louis Sansa ou d'autres encore qui ont donné un peu d'eux pour aussi accompagner ma route, et je les en remercie beaucoup. Bien Absolument. sûr, je pourrais parler des animaux, mais là, c'est le premier chat venu m'a ouvert l'esprit. Donc là, c'est innombrable. Je ne peux que les saluer globalement. D'ailleurs, quand tu es en contact avec les animaux, à chaque fois que ce que tu perçois là, c'était magnifique ce que tu partageais avec cet aigle et les sensations que tu décrivais. Euh, En quoi ça t'ouvre de nouvelles portes, de ressentir voilà certaines choses?
Je ne suis pas Icare, enfin je suis peut-être une réincarnation d'Icare qui a essayé, mais à l'époque il a raté. Là, j'ai vraiment vécu l'expérience d'un vol réussi. C'était incroyable pour un être humain. J'avais pas de machine sous moi, j'étais pas en ULM, j'étais pas en train de piloter avec un moteur. Non, c'était vraiment l'expérience pure du vol. C'est incroyable de vivre une expérience comme ça quand on est dans un corps d'humain. Il y a d'autres expériences comme celle-ci que tu as Ah, il y vécues? en a beaucoup, bien sûr, il y en a beaucoup. Je sais même pas par où commencer. Mm. Mais des expériences très banales, euh, avec des animaux qui sont tout à fait qu'on ne considère même pas. Tout à l'heure, j'étais dans ma voiture, il y avait deux guêpes qui étaient là et je les ai, j'ai senti combien l'une d'elles était un peu dans le stress et avait des difficultés respiratoires liées au stress. C'était pas la température du véhicule, c'était pas autre chose. Et donc, j'ai vraiment compati avec elle et j'étais absolument pas dans la peur d'être dans ce petit véhicule alors que je suis allergique. Mais bon, j'étais vraiment en empathie avec elle et je me suis arrêtée et j'ai pu voilà, apprécier son bonheur de se retrouver à l'air libre quand je lui ai ouvert la fenêtre. C'est des petites choses, mais bon, ça change tout le quotidien, quoi. Tout à fait, Et j'imagine. puis après, on peut aller vers des choses beaucoup plus, je dirais, spectaculaires au niveau des changements de comportement qu'on peut voir chez des animaux ou euh, des relationnels qui évoluent dans des situations compliquées, etc. Je ne sais pas trop quoi, quoi vous dire. C'est un peu tous les jours et partout, quoi. Mm. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui nous écoutent pour voilà, rentrer peut-être plus en communication, ou en tout cas avoir une attention différente auprès de les animaux qui les entourent? Alors, premier conseil, c'est si vous n'aimez pas les animaux, eh bien, essayez d'aimer au moins les plantes ou quelque chose qui est sur la terre, parce que c'est vraiment un espace très, très riche où on peut se faire plaisir en découvrant la majesté de la vie, franchement. Et puis, deuxième conseil, pour ceux qui aiment les animaux, essayez d'écouter sur ma chaîne YouTube ou ailleurs, parce qu'il y a pas mal de gens maintenant qui proposent la communication avec les animaux, essayez de voir un peu comment cette dimension psychique vous parle, parce que si vous vous y intéressez, vous pourrez changer de regard et avoir une vie encore plus intéressante. Mm. Voilà, n'ayez pas peur de parler à vos animaux, n'ayez pas peur de dire je suis triste parce que mon chien vient de mourir. C'est pas, c'est tout à fait acceptable et d'ailleurs nous avons dans la fondation des programmes pour aider justement des programmes pour aider des gens dans la société, donc des SDF, des gens qui sont en deuil d'un animal pour que plus jamais ils n'entendent cette phrase mais c'était qu'un chien, qu'est-ce que tu as à pleurer? Je trouve ça vraiment terrible d'avoir ce genre de réaction autour de soi quand on est en souffrance. Et puis voilà, d'autres choses aussi pour permettre aux jeunes de mieux connaître le monde animal, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus une civilisation citadine. Et donc, les animaux en ville sont quand même, les accès aux animaux sont quand même plutôt limités. Euh, donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et investissez-vous, faites-vous plaisir. Il y a beaucoup de joie à retirer du contact avec le monde animal. Mm. Justement, parmi toutes les personnes que tu as accompagnées, euh, qu'est-ce que tu as pu constater au fil des années, les changements chez ces personnes qui avaient cet accès auquel tu les formais Les gens que je forme, en fait, je les revois ou j'en entends parler à nouveau. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Mm. Et c'est toujours chaleureux et positif. Alors peut-être que ceux qui sont tristes de m'avoir rencontré ou d'avoir croisé ma route se privent de le dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, je trouve que c'est un cheminement collectif et c'est quelque chose qui se tisse, qui nous transforme durablement. Il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est quelque chose qui laisse des bons souvenirs, qui est une trace heureuse dans un parcours de vie. Et ça, Mm. c'est un privilège énorme de faire partie d'un mouvement comme celui-ci. J'aime bien que, comme tu dis, il n'y a pas de retour en arrière. Je trouve ça Mhm. beau. Ouais. Quand on ouvre sa conscience, on ne la referme plus. Ouais, Ou alors après, ça demande beaucoup d'efforts et c'est facile de la laisser ouverte, en fait. ouais, complètement.
quand je t'avais demandé et posé quelques questions, justement, habiter sa puissance, tu m'avais dit habiter sa puissance avec le cœur. Est-ce que c'est vraiment ça, la communication avec les animaux? C'est la communication avec le cœur? Comment tu l'aperçois? Alors, le cœur en énergétique, bon, moi j'ai aussi une formation en énergétique en tant que vétérinaire. Le cœur, c'est pour l'être humain, en tout cas, bon, pour les animaux, c'est un peu plus compliqué. Il y en a qui n'ont pas de cœur, mais qui ont des cœurs, par exemple. Il y a pas de cœur chez les pieuvres, chez les vers de terre, il y en a un par segment. Enfin bon, voilà, on ne peut pas trop faire des comparaisons. Mais en tout cas, le cœur, chez l'être humain, c'est la région du corps où tout se recoupe. Voilà, je vais y arriver. C'est-à-dire, c'est le lieu de croisement de tous nos chakras. C'est le grand centre, en fait, et c'est le lieu qui est le plus adapté pour échanger avec les autres. Si on échange depuis le cœur, c'est là qu'on a le plus de chances de réussir les échanges et de les vivre d'une manière nourrissante et productive, quoi. Mm. D'ailleurs, tu vas nous proposer une petite pratique tout à l'heure où je pense qu'on ira dans notre cœur, il me semble. Une dernière petite chose, si toi, aujourd'hui, Anna, tu te croisais à l'âge de 18 ans, quel conseil te donnerais-tu, pardon? C'est une super question et j'invite toutes les personnes qui écoutent à se la poser. Moi, personnellement, je me dirais, mais ne perds pas de temps à hésiter et à douter. Vas-y. Euh, Tu vas arriver à la fin de ta vie à la vitesse grand V et vraiment va à fond vers ce qui compte pour toi. Tu vas trouver les moyens, tu vas trouver les gens qui vont t'aider, mais vas-y quoi, fais confiance. Moi, j'ai beaucoup hésité, j'avais peur de quitter mon monde professionnel. J'avais, euh, je savais pas trop comment j'allais pouvoir gagner ma vie avec ce métier, parce que c'est devenu mon métier après de transmettre et de pratiquer la communication intuitive. Mais sur le moment, j'avais peur de quitter mes habitudes. J'aimais beaucoup mon métier de praticienne. Euh, donc, tout ça, finalement, bah oui, c'était super, mais ça, c'est encore mieux, quoi. Parce que là, je n'ai plus l'impression de travailler. Là, je suis dans mon élément, je suis en ligne avec mon âme. Et donc ça, il y a pas plus grand privilège sur la vie que d'avoir ce chemin-là. C'est pas facile, ça ne veut pas dire que c'est tout facile, mais ça veut dire que chaque jour que je me lève, je suis contente de faire ce que je vais avoir à faire. Et je suis contente de le faire avec les autres, Oui, avec d'autres aussi. personnes. C'est aussi ce partage finalement qui est important. C'est ça, oui. Mm. Alors qu'au début, j'ai tout quitté en pensant que j'allais être toute seule. Mais bon, ça n'a pas été simple, mais je ne suis pas toute seule là maintenant. Mm. Je n'ai pas été abandonnée alors que j'avais peur de l'être. Ok. Ouais. Et en fait, quand tu es vraiment dans ta mission de vie, entre guillemets, ou en tout cas sur ton chemin, on va dire plutôt, Mm. euh, j'aime ce que tu dis, tu n'as pas l'impression de travailler. En fait, Je c'est, travaille beaucoup, mais je n'ai pas l'impression que c'est du travail. Tout mm, simplement parce que j'aime ça et donc j'ai l'impression que là, je suis à ma place. Bon, bien que je suis persuadée que je n'ai pas encore donné tout mon jus, comme on dit, c'est-à-dire que je n'ai pas encore atteint mon potentiel. Mais bon, j'ai peut-être encore un peu de temps sur la Terre. mm, très certainement, oui, normalement. Et qu'est-ce que tu imagines? Tu as déjà d'autres choses en prévision, d'autres. Non, c'est pas très clair encore pour moi. Donc, pour l'instant, je m'occupe à transmettre ce que je sais et puis on verra après. C'est déjà un gros travail parce que il faut que je structure ce que je sais pour le transmettre et que ça soit recevable. Et donc, ce travail d'avoir l'impression que je suis dépositaire d'un gros tuyau et de le transformer en goutte à goutte, de le conditionner en goutte à goutte pour que ça soit recevable, c'est un énorme travail intérieur pour moi. Mais bon, je voudrais bien peut-être faire d'autres choses ensuite quand j'aurai l'impression que des personnes à qui j'ai transmis sont suffisamment au clair avec ce que j'ai reçu pour le transmettre à leur tour de manière digne et complète. Ok. Mm. Et aujourd'hui, quelle est ta vision du nouveau monde?
Alors, du monde de demain. Du monde de demain, oui. Parce que le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il est en train de s'écrouler dans ses structures et j'ai hâte qu'il soit bien écroulé. Dans le monde de demain, je vois de la fraternité, mais pas seulement entre êtres humains, mais entre les espèces et de la compréhension entre les espèces, c'est-à-dire de l'harmonie, du respect et de la conscience que nous sommes tous embarqués sur le même vaisseau et que vraiment c'est prioritaire, au-delà de tout, de s'assurer que tout le monde va pouvoir y vivre. Nous sommes dans une grande arche de Noé là en ce moment. Et donc voilà, il faudrait faire attention à ce que demain soit possible pour tous. Quand on perd une espèce, on perd une partie de demain. Voilà, ma vision du monde de demain, c'est celle d'une conscience ouverte à cette réalité du collectif. Merci pour ce partage. Ben, écoute, je pense que c'est le moment pour que tu nous conduises. Et je crois que le thème de cette méditation, ou en tout cas de ce guidage, ou cette guidance, voilà, c'est le centrage dans le cœur que tu nous proposes. Oui, oui. Alors ben, je vais vous proposer donc de vous installer dans un endroit où vous êtes bien. Ma foi, c'est important d'être confortable quand on veut aller à l'intérieur de soi. Donc peut-être un petit coussin ou je sais pas, éteignez votre téléphone ou quelque chose qui vous permettra d'être à l'aise. Et puis pensez à qui vous êtes. Vous êtes certainement plein de choses, mais pensez à une chose positive que vous êtes. Une chose positive, peut-être que vous êtes courageux, courageuse, ou débrouillard, ou généreux, ou quelqu'un d'aimant, un bon parent, etc. Un maître attentif pour son animal. Pensez à quelque chose de positif que vous êtes et accrochez-vous à cette pensée pour le voyage qui vient. Je suis donc maintenant installée confortablement dans un petit espace où je vais rester tranquille pendant une dizaine de minutes. Et là, je vais porter mon attention sur les endroits où mon corps s'appuie, sur le siège, sur le canapé, sur le sol. Comment sont ces points d'appui? Juste un petit bilan tout simple, un état des lieux. Puis je vous proposerai de porter votre attention sur les endroits de votre corps où il y a des tensions ou des douleurs. Et là où ça fait mal, eh bien, invitez la douceur, invitez le lâcher-prise, invitez la lumière, ce qui vous convient. Respirez tranquillement dans cette région. Laissez-la se détendre. Ah, un moment pour se poser. Un moment pour être avec soi. Et puis, vous pouvez revenir à la conscience de vos points d'appui. Comment est-ce que c'est maintenant? Est-ce que ça a changé un petit peu? Pas du tout. Plus vous allez prendre le temps de vous détendre comme ça, et plus vos points d'appui vont devenir vraiment importants. Plus vous allez vous appuyer sur le siège, sur le canapé ou sur le sol, et au-delà de ces objets, sur la terre. La terre nous porte. La terre nous soutient. Et notre corps, qui est fait de la même matière que la terre, notre corps, il reçoit l'énergie de la terre, la grande énergie de la terre, le vent qui caresse la terre, les volcans dont la puissance est là dans la profondeur, la croissance des plantes, tout ça, c'est dans la terre. Et ça remonte en ce moment dans notre corps grâce
à la détente. Un peu comme une éponge reçoit de l'eau par capillarité quand on la plonge dans un peu d'eau. Je laisse remonter l'énergie de la terre dans mon corps. Et c'est bon, c'est plein, c'est chaud, c'est nourrissant. Merci la terre d'entretenir l'énergie de ma vie. Puis, je porterai mon attention sur le ciel qui est au-delà du plafond, au-dessus de ma tête, et peut-être au-delà du plafond, le toit, les nuages, l'atmosphère, le soleil, les étoiles. Ce soleil qui rayonne sans qu'il y ait d'obstacles quand je suis dehors par une belle journée et qui m'inonde de ses rayons, de sa chaleur lui aussi, différente. Une chaleur plus active. Ce soleil n'est qu'un des grands soleils de l'univers. Les autres étoiles aussi m'envoient de l'énergie. Je reçois en permanence le rayonnement des étoiles jusqu'aux plus lointaines, merci, même si je ne m'en rends pas compte. Et là, je vais tout simplement m'ouvrir à ce rayonnement. Oui, d'accord. Je suis sur la Terre, mais je suis aussi connectée à mon soleil et à tous les autres. Et je laisse cet immense rayonnement me traverser. Ce rayonnement qui m'informe de ce qui se passe partout dans l'univers, même si évidemment cette information n'est pas consciente. Je suis donc traversée par deux grands mouvements. L'énergie de la Terre qui remonte dans mon corps physique et l'énergie des soleils, des étoiles, qui vient informer mes corps subtils. Et au milieu de ces deux énergies, il y a mon cœur, la région de mon cœur. Si vous connaissez les chakras, vous savez qu'il y a des chakras du haut et des chakras du bas. Et le chakra du milieu, c'est le chakra du cœur. Bien, je vais imaginer que ces deux énergies se rencontrent dans mon cœur et que là, elles s'harmonisent. Évidemment, elles continuent à descendre pour celle du haut et elles continuent à monter pour celle du bas. Il ne s'agit pas d'un télescopage, il s'agit d'un croisement. Un peu comme dans un grand carrefour, chacun passe à son tour et il y a des croisements. Et là, dans ce rond-point de cette énergie de mon cœur, eh bien, je vais placer la belle qualité dont je sais que je suis porteur ou porteuse. Je suis un bon maître pour mon chien. Je suis quelqu'un d'attentif. Je suis quelqu'un de courageuse. Voilà la qualité que je me suis reconnue tout à l'heure. Et dans ce rond-point, je vais laisser tourner cette qualité. Je vais la laisser s'amplifier, être nourrie par les grandes énergies du ciel et les grandes énergies de la terre. Voilà une partie de moi qui est nourrie par ces puissances immenses. Voilà une partie de moi que je peux donner au monde. Voilà une partie de moi que les animaux qui sont connectés à leur monde subtil, à leur réalité subtile, reconnaissent tout de suite partout où je me promène. Ils savent, eux, que je suis quelqu'un de courageux, de raisonnable, d'attentif, etc.
Et cette qualité qui est nourrie, qui s'amplifie, rayonne au-delà de mon cœur. Je sais que ça va continuer, il suffit de garder cette intention vibrante. Je sais que je peux m'apprécier et quand je m'apprécie, ça veut dire quand je reconnais que j'ai cette qualité, eh bien, elle rayonne de plus en plus vers le monde, elle nourrit le monde de sa vibration. Elle fait du bien à ceux qui en ont besoin, même si je ne leur ai pas parlé. Voilà à quoi pourrait ressembler le monde de demain si nous habitons nos qualités tous, les uns et les autres. Si nous laissons nos corps être traversés par ces grandes énergies primitives de la terre et des étoiles. Tout doucement, je vais rouvrir les yeux, simplement ouvrir les paupières, mais continuer à regarder à l'intérieur de moi, à ressentir ce rayonnement, puis je vais superposer ce ressenti avec la conscience de ce qui m'entoure. Oui, je suis quelqu'un d'extrêmement aimant, par exemple. J'adore les plantes vertes. Et j'apprécie maintenant mon environnement, les yeux ouverts, en me rendant compte que voilà, c'est l'environnement d'une personne qui adore les plantes vertes, ou qui est un bon maître, ou qui est courageux, etc. J'habite cette qualité, je la rayonne, j'en profite, je l'apprécie, et je laisse tous ceux qui en ont besoin l'apprécier. Je vous remercie beaucoup. C'est une façon d'être en lien avec les autres, au-delà des limites physiques. Une façon que les animaux connaissent et pratiquent. Merci Anna. C'est très puissant et très doux à la fois. Merci pour ce voyage. Avec grand plaisir. Et ce qui émane et rayonne ensuite, c'est waouh. Merci. Ça guérit beaucoup de choses et aussi dans le monde animal. Les animaux sont très sensibles à ces vibrations-là. Ouais. Donc même si vous ne savez pas communiquer, vous pouvez déjà faire ça, ça va leur faire du bien. Tout à fait. Oui, c'est déjà énorme. Merci pour ce moment. Avec grand plaisir. Où peut-on te retrouver, Anna, dans ton organisation? Alors, sur Facebook, Communication Animale Anna Evans. J'ai 2 sites, communicationintuitive.com et sur YouTube, évidemment, il y a une chaîne YouTube qui doit s'appeler Anna Evans Vétérinaire. Et puis sinon, on peut retrouver aussi tous les bénévoles de la Fondation à travers les différents projets qui sont sur le site. Et puis bien sûr aussi, il y a des formations, des conférences. Enfin bon, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, comme ça vous serez au courant. Je ne vais pas vous les lister tous, je ne les connais même pas moi-même. Il y a aussi des personnes qui font des choses pour les enfants, enfin il y a toutes sortes de choses. Génial, merci. Voilà. Une dernière petite question. Si la puissance était une couleur, quelle couleur donnerais-tu? Elle serait multicolore. J'adore les couleurs, le travail sur les couleurs de William Burton, qui a une de ses cartes de couleurs, c'est des pointillés de toutes les couleurs. Et je trouve ça parfait. La puissance, elle est multicolore, elle est faite de toutes les puissances individuelles qui se marient. Si la puissance était un animal. Oh là, je crois que je vais mettre mon joker parce que je ne voudrais pas risquer d'en mécontenter. Hein. Okay. Non, ça ne serait même pas l'ensemble des animaux de la Terre, ça serait un espèce de consortium interplanétaire.
Wow. de conscience animale. Il y a des consciences animales qui ne sont pas sur la Terre, bien sûr. Mm, mm, Elles sont tout à fait. désincarnées, je ne sais pas où elles sont, mais elles sont puissantes aussi et agissantes sur notre planète. Mm. Et si la puissance était un symbole, une chose, un monument, enfin n'importe quoi qui fait penser à la puissance, par quoi représenterais-tu Je la crois que ça puissance? serait une vision de la Terre depuis l'espace. Cette toute Mm, petite planète qui voyage à une tellement grande vitesse dans des champs infinis, mm, je trouve que c'est un symbole de la puissance de la vie qui est incroyable. mm. Très beau, merci. Et je te donne le dernier mot pour terminer cet entretien. Merci à tous et n'oubliez pas de profiter de votre vie. Mm. Merci Anna. Merci à tous. Au Au revoir, Annie. revoir. Au revoir Anna.